Aujourd'hui, nous allons vous parler de colza, ou comment valoriser des variétés performantes pour réduire l'application de produits phytosanitaires au travers des fiches CEPP, Certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques. Il en existe plus d'une centaine pour réduire les phytosanitaires et Terrinovia a justement contribué à la réalisation de l'une d'elles sur les variétés de colza résistantes aux bioagresseurs. Cette fiche est disponible depuis le 1er janvier 2024. Je n'en dis pas plus et je laisse le micro à Xavier Pinochet, expert scientifique de Terrinovia. Alors, avant de lui laisser la parole, sachez quand même que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Pendant la présentation, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat en live. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Xavier, c'est à vous. Très bien, merci Stéphanie et bonjour à tous et bienvenue dans ce jeudi de TI donc consacré au CEPP, donc certificat d'économie de produits phytosanitaires, et avec aujourd'hui l'occasion donc à la fois de réexpliquer peut-être pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le dispositif ce que sont ces CEPP, et puis ensuite de voir un cas finalement d'application pour la mise en valeur de variétés de colza. Donc d'abord, peut-être quelques mots pour expliquer un petit peu l'origine des CEPP, d'où ça vient et comment ça a été construit pour contribuer donc à ces politiques publiques en matière de réduction de produits phyto. La proposition initiale, on la trouve dans un rapport de Marion Guilloux qui date de fin 2012, début 2013, et qui avait comme source d'inspiration ce qui avait été conçu quelques années auparavant pour les certificats d'économie d'énergie. Et cette idée donc a été reprise ensuite dans la loi d'orientation d'octobre 2014, de façon à engager le démarrage du dispositif, d'abord à titre expérimental, et puis ensuite une loi et une ordonnance successives en 2018 et 2019 ont permis réellement d'asseoir le dispositif et de passer à sa version, disons, plus routinière. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien, le grand objectif de CEPP, c'est donc un outil de politique publique, hein. C'est-à-dire ça consiste à essayer d'accompagner le dispositif Ecophyto par un système incitatif en direction de la réduction des produits phytosanitaires, donc système incitatif et non coercitif. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne sous la forme d'abord de fiches actions. C'est-à-dire sont décrites toute une série d'actions qui, normalement, si elles sont mises en œuvre, doivent contribuer à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Ces fiches actions, à ces fiches actions, si elles sont mises en œuvre, correspondent des possibilités d'acquisition de certificats d'économie de produits phytosanitaires, et le nombre de CEPP accessibles est fonction en fait du volume de vente de produits phytosanitaires. Comment ça marche? Pour cela, pour la partie expertise technique et fonctionnement technique du dispositif, a été créée une cellule qui a été confiée à l'INRA sous l'autorité de Christian Huyghe, et cette cellule est assistée par une commission d'experts qui sont environ une trentaine et qui sont issus en général de l'INRA, avec beaucoup de représentants qui sont souvent des responsables d'unités expérimentales, et puis également d'experts qui proviennent soit des instituts techniques, soit des chambres d'agriculture, ou en tout cas des structures équivalentes. Et puis la partie plus administrative, elle, est assurée par la direction générale de l'alimentation, et en particulier donc le bureau dédié à ces questions. Alors, il y a un certain nombre de définitions. Je m'excuse si c'est un peu, peut-être un petit peu compliqué quand on n'est pas familier, mais il est important de distinguer
est de bien définir quelques types d'acteurs. Vous avez d'abord des acteurs que l'on appelle les obligés. Alors les obligés, c'est ceux qui, vendant des produits phytosanitaires, ont l'obligation de réaliser, soit de façon directe, soit de façon indirecte, de réaliser un certain nombre d'actions favorisant la réduction des produits phyto. Et donc, ces obligés, eh ben, donc, comment dire, acquièrent les CEPP. Alors soit, directement parce que en même temps qu'ils vendent des produits phytosanitaires, ils peuvent également vendre, un certain nombre de produits, qui contribuent à la réduction des produits phytosanitaires, soit parce qu'ils acquièrent des certificats acquis par d'autres acteurs et parmi ces autres acteurs, on a ceux qu'on appelle les éligibles, qui sont, des structures qui mettent en œuvre des actions, mais qui, ne vendant pas de produits phytosanitaires, ne sont pas désobligés, mais qui par contre peuvent acquérir des CEPP et ensuite les céder aux obligés. Et là, dans cette catégorie des éligibles, on retrouve principalement des organismes ou des sociétés qui interviennent dans le domaine du conseil. Et puis ensuite, bien sûr, tout ça, il faut que ça puisse être contrôlé et vérifié par l'administration. Et donc, les obligés doivent déclarer sur une plateforme informatique Internet dédiée leurs opérations, ainsi que de fournir les justifications qui vont avec. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système fonctionne sur l'année civile, et sachant que c'est en général les dates des éléments qui constituent les justificatifs qui servent à positionner sur l'année civile. Alors, si on regarde un peu après quelques années de fonctionnement, comment cela se passe, le ministère de l'Agriculture a publié fin janvier un bilan en reprenant depuis le départ jusqu'à l'intégration de l'année 2022. Heu, Aujourd'hui, par rapport à normalement le nombre de CEPP qui aurait dû être généré compte tenu des volumes de vente de produits phytosanitaires, le taux de couverture est, globalement à peu près de 50. Quand on regarde parmi les propositions des 130 et quelques actions, qui peuvent amener, à ces CEPP, certaines sont relativement peu utilisées et d'autres, au contraire, le sont beaucoup. Et donc là, ce graphique représente un petit peu, illustre, donc les principales, fiches actions, qui sont utilisées. Et parmi celles-ci, je vais attirer votre attention sur, quelques points. D'abord, vous retrouvez, de façon, comment dire? Assez fréquente, parmi les CEPP, le fait de vendre des variétés qui sont résistantes à un certain nombre de bioagresseurs, génère des CEPP, et donc ce type de fiche action est très utilisé. Et on le retrouve, là vous avez le cas, du blé tendre avec la petite flèche verte. Vous avez une ancienne fiche sur laquelle on va revenir, qui est celle qui concerne le colza avec les variétés partiellement résistantes au virus, de la jaunisse du navet. Mais vous avez également des actions relatives, aux variétés d'orge, aux variétés de betterave, aux variétés de tournesol. Vous avez l'autre grande catégorie, d'actions qui génèrent des CEPP, c'est, tout ce qui concerne, les produits de biocontrôle à base de soufre. Vous voyez donc 16 du Ah total oui, des CEPP c'est générés, pas mal, hein. ce qui est, relativement, important. Et puis alors la nouveauté du bilan publié cette année, si on le compare au bilan qui avait été fait l'année précédente, c'est, la grande, popularité en fait, de parmi les fiches, récentes, les fiches actions récentes proposées,
qui est une fiche qui incite à la diversification des cultures. Donc ça permet en particulier aux coopératives, aux organismes stockeurs, de déclarer les efforts qu'ils font dans la collecte de cultures plus diversifiées. Et ça sur une base de collecte de plusieurs années. Mais vous voyez que la fiche sur laquelle donc qu'on va évoquer de façon plus précise, il y avait donc une fiche concernant les variétés de colza et qui concernait cette résistance partielle au TUYV. Et c'est sur celle-là que nous avons travaillé pour la modifier. Alors, en fait, vous aviez 3 fiches actions principales qui concernaient des variétés de colza. Vous en aviez 2 qui avaient été émises assez tôt dans le système. La première, c'est celle qui permet de cultiver du colza en association avec des légumineuses gélives. Donc ça, c'est la courbe jaune que vous avez qui génère globalement relativement peu de CEPP, qui est relativement peu évolué. Ça, c'est probablement lié au fait qu'on peut développer cette technique-là indépendamment de l'achat groupé de semences de colza et de semences de légumineuses. La deuxième fiche action la deuxième fiche action qui concernait des variétés de colza, et c'était les associations entre une variété de colza principale avec une variété de colza beaucoup plus précoce qui permettait d'essayer de limiter les traitements contre les méligettes. Donc cette fiche action, c'est celle que vous avez en bleu et qui a eu un certain succès, et vous voyez la progression de cette courbe bleue. Mais l'utilisation de ces 2 fiches CEPP est relativement faible par rapport à la fiche action 47 qui concernait donc ces variétés partiellement résistantes au TUYV. Alors en fait, cette fiche action, on a assez vite vu qu'elle avait quand même un inconvénient qui était que les opérateurs avaient tendance finalement, pour remplir leurs obligations de CEPP, à privilégier ces variétés qui présentaient ce caractère de résistance partielle au virus, alors que, en principe, le choix de variété doit bien sûr reposer sur toute une série d'autres critères et pas seulement sur ce critère-là. Donc il y avait une espèce de distorsion de marché qui s'était créée en faveur de ce type de variété-là, qu'il convenait aussi un petit peu de corriger. Donc ceci a été fait d'abord à l'initiative de SEMAE, avec ensuite un groupe de travail qu'on a co-animé et qui ont impliqué différents acteurs, dont principalement le GVS, l'UFS et SEMAE, ainsi que la Fédération nationale du négoce. Voilà, dont vous avez retrouvé les logos sur la diapo introductive. Alors, en fait, ce groupe de travail, il a essentiellement travaillé sur fin 2022, début 2023, de façon à proposer une fiche restructurée à la commission CEPP qui essaye d'intégrer davantage de caractères intéressants que peuvent avoir les variétés pour réduire les produits phyto. Donc c'est ce premier examen fin mars 2023 a acté la possibilité d'utiliser cette fiche d'action. Et ensuite, bien sûr, il y avait tout un travail de collecte, de synthèse pour construire le détail et de voir un peu toutes les propriétés de l'ensemble des variétés qui allaient pouvoir rentrer dans le dispositif. Donc, ce qui s'est passé au cours de l'année 2023, ça a été d'abord toute la collecte, la synthèse de tous les résultats à disposition. C'était ensuite, bien sûr, des phases de concertation, de vérification, de relecture, de façon à s'assurer
qu'il n'y avait pas qu'on minimisait le nombre d'erreurs possibles et que tout ceci correspondait bien aux objectifs que l'on avait et que nous avait assigné la commission CEPP. Et puis ensuite, en fin d'année, on est rentré dans des étapes de validation, et en particulier validation par les experts et par la section CTPS Colza, de façon à ce que l'ensemble du dossier puisse être transmis à la cellule CEPP et à la DGAL, et de façon à ce que le nouvel arrêté de fin d'année pour les CEPP 2024 intègre bien tout le travail que nous avions effectué. Alors, je voudrais simplement insister sur le côté itératif de ce que l'on a fait au cours de l'année 2023, puisque, en fait, ce travail, bon, il y a bien sûr la mise en place qui est un travail un petit peu plus important, mais ensuite, chaque année, on aura de nouveau collecte des nouvelles données produites au cours de l'année précédente, synthèse de ces résultats, phase de relecture et phase de validation pour le nouvel arrêté qui interviendra fin 2024 pour les CEPP 2025, et ainsi de suite. Et donc ce côté itératif est extrêmement intéressant, bon, bah, parce qu'il permet d'actualiser et de se mettre à jour par rapport en particulier aux nouvelles variétés qui arrivent aussi bien du catalogue national que du catalogue communautaire. Ça permet éventuellement de corriger aussi quelques erreurs que l'on pourrait avoir commises. Et puis, enfin, ça permet aussi de laisser la porte ouverte à des améliorations de protocole sur les évaluations variétales qui se font au fil du temps. Alors, cette fiche rénovée, on a pris en fait les 4 caractères principaux en compte, toujours avec cette idée de voir où pouvaient se trouver des potentiels de réduction de produits phyto. Alors, on a gardé le caractère initial qui avait servi à la première construction de la fiche de 2017-2018, c'est-à-dire ce caractère de variété partiellement résistante au TUYV. Simplement, comme entre-temps, depuis 2017, ce type de variété a été largement diffusé, on arrive aujourd'hui, avec ce type de variété, à couvrir environ 75% du marché français, des surfaces de colza françaises. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on appelle le gisement, ça veut dire qu'il ne reste plus que 25% des surfaces à conquérir avec ce type de variété, et en conséquence, le calcul du nombre de CEPP générés devait être revu. Le deuxième critère qui était pris en compte, c'est tout ce qui est application d'insecticides contre les coléoptères du colza. Et pour cela, on a essayé de coller à la stratégie dite de colza robuste, dont vous avez certainement entendu parler, et qui vise justement à essayer de minimiser au maximum les inconvénients de ces coléoptères sur les cultures de colza. Et de ce fait-là, à réduire les applications en prenant un certain nombre de variables, en particulier des variables liées à la vigueur des couverts au départ et au long de l'automne, en valorisant toutes les études méthodologiques qui ont été faites à Terrinovia ces 4-5 dernières années. Mais en les associant aussi à des variables, disons acquises plus habituellement, mais pour lesquelles on a intensifié la collecte de données et les observations. Et ça concerne donc des mesures d'appréciation de densité de larves au travers d'un test qu'on appelle le test d'une mesure qu'on appelle le test Bernays. Et puis enfin, la valorisation également de tout ce qui est port buissonnant. Ces 3 variables étant tout à fait complémentaires pour arriver à qualifier
les possibilités de contrôle ou de résistance des variétés vis-à-vis des coléoptères. Le troisième critère pris en compte, c'est d'essayer de réduire l'utilisation des triazoles. Et là, en s'appuyant sur deux aspects. D'une part, les aspects de comportement à l'élongation qui permettent ensuite d'envisager d'éviter d'utiliser des triazoles à titre de régulateur de croissance. Et ce comportement à l'élongation des variétés est une évaluation qui est pratiquée couramment depuis une vingtaine d'années. Et le deuxième critère étant la résistance à la cylindrosporiose, sachant que là, ce type d'évaluation variétale est également pratiqué depuis très longtemps et a été consolidé au fil du temps. Et puis, il y avait un quatrième critère, pardon, à prendre en compte, qui est la résistance aux bioagresseurs qui font l'objet d'une application fongicide à la floraison. Alors, selon l'endroit où on se trouve en France, il peut y avoir d'autres pathogènes cibles, mais là, la cible principale est le sclérotinia, puisque cette maladie fait l'objet aujourd'hui d'une application fongicide quasi systématique et même dans un certain nombre de cas de doubles applications, ce qui veut dire que vis-à-vis de ce pathogène, le gisement est important. Et puis également, on arrive aujourd'hui à une phase où la recherche a beaucoup progressé et où sont en train d'arriver les premières variétés très résistantes avec un très bon comportement vis-à-vis de cette maladie. Et donc là, une possibilité de réduction des applications fongicides qu'il est intéressant d'essayer de réduire. Alors, le point important, c'est que toutes ces évaluations sur ces différents critères sont faites essentiellement sur la base de protocoles qui sont utilisés et validés dans le cadre soit du CTPS, soit des épreuves de post-inscription. Voilà, donc en tenant compte pour chacun des quatre critères, des états des gisements, et puis de quelques règles basées sur les variables à observer issues de ces évaluations variétales. Par rapport aux quatre critères que j'ai évoqués, il y en a un qui est pour l'instant mis en stand-by au titre de 2024. C'est celui relatif aux sclérotinia, mais dont on espère que ça ne restera pas en attente très longtemps et que ça pourra ensuite très vite être remis en action, puisque là, le gisement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, est extrêmement important. C'est le cas du sclérotinia. Alors qu'est-ce que ça donne et combien de variétés avons-nous intégrées au système? Au total, il y a 174 variétés commercialisées. Parmi celles-là, et conformément à la demande de la commission CEPP, on a intégré également les variétés arrivant sur le marché français par le biais du catalogue communautaire, hein, ce qui concerne 79 variétés. Parmi ces variétés, donc là, c'est l'histogramme de répartition, hein, en niveau de CEPP et exprimé pour une dose. C'est une dose d'1 500 000 graines, c'est-à-dire en gros pour à peu près 3 hectares. Vous voyez qu'il y a une majorité de variétés qui ont des CEPP entre 1 et 2. Et puis, vous avez des variétés qui ont très peu de CEPP. Alors, c'est soit parce que ces variétés ne révèlent pas des comportements satisfaisants sur les critères que j'ai énoncés précédemment, soit aussi parce que nous n'avons pas d'informations ou pas suffisamment d'informations pour les qualifier. Et ça, c'est bien sûr en particulier le cas des variétés qui viennent du catalogue communautaire, qui sont en général globalement moins bien connues que celles qui passent au filtre à la fois du CTPS et de la post-inscription. Sur ce graphique, je vous ai mis également un peu le top 5 des variétés de ces dernières années, et où vous voyez que ces variétés, globalement,
elle génère des nombres de CEPP relativement importants. Voilà, donc en conclusion, ce à quoi on arrive avec, cette fiche action, rénovée qui porte non pas sur un, mais sur plusieurs caractères, c'est finalement d'avoir une fiche action qui est davantage en phase avec, ce que les agriculteurs attendent d'une variété. Néanmoins, j'aimerais quand même souligner un bémol important, qui est que bien sûr dans les fiches CEPP, les fiches CEPP ne doivent pas être, l'alpha et l'oméga du choix d'une variété et que bien évidemment, il y a de très nombreux autres caractères très importants qui déterminent le choix variétal d'un agriculteur. Et c'est en particulier les critères de productivité, de qualité, aussi bien teneur en huile que teneur en protéines ou de résistance au FOMA, par exemple. Mmh. Voilà. Néanmoins, en choisissant bien sa variété, si on prend les variétés qui étaient le plus à droite sur le graphique précédent, on on voit que, on peut avoir, en choisissant une variété, à la fois sur les critères productivité, résistance aux maladies et puis sur le critère CEPP, on peut avoir des variétés tout à fait satisfaisantes qui induisent une espérance de réduction d'IFT de l'ordre de 2 unités sur les 6, que l'on a en général, ces dernières années pour des cultures de colza. Voilà donc un peu ce point. Je vous remercie pour votre attention et en ayant Merci. donc repris pour cette fin d'exposé la petite photo qui figure sur le document de la DDGAL qui était le bilan 2022 des CEPP. Voilà, je pense que Stéphanie, je te rends la parole Oui. pour quelques questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Xavier. Cette présentation très claire, très complète et effectivement, il y a quelques questions. Alors, la première question, pourquoi les montants unitaires CEPP varient d'une variété à l'autre? Eh ben, tout simplement parce que les variétés, n'ont pas les mêmes propriétés. Mmh. Certaines, s'avèrent, par exemple, beaucoup plus sensibles ou nécessitent, plus systématiquement, l'emploi de produits et donc ne génèrent pas, autant de CPP que d'autres. OK. Ça, c'est la première re raison et puis la deuxième autre raison que j'ai donnée au cours de l'exposé, c'est que, bah, quand on n'a pas de données, on peut rien dire donc on on ne met rien. OK, parfait. 2e question, est-ce que les variétés dites tolérantes au scléro sont aussi bien en rendement que les références du marché? Alors pour l'instant, bon, c'est, un petit peu tôt pour le dire, hein. Pour l'instant, il y avait, un semencier qui avait commencé à avancer des arguments et sur, des variétés finalement qui s'avèrent pas forcément si résistantes que ça. Mais, vous vous souvenez que la question de la résistance des variétés de colza au sclérotinia, est quelque chose qui avait été abordé par le biais de stratégies OGM dans les années 80 et les années 90. Mmh. Et puis le fait que politiquement ces types de variétés soient bloqués, donc a amené, tout le monde de la recherche, aussi bien public que privé, de retravailler ensuite, avec des approches, plus classiques. Et ça a été le cas en particulier dans le cadre du grand programme national, Génoplante. Et donc aujourd'hui, ce que l'on va commencer à voir arriver sur le marché, c'est les variétés qui sont issues de tous ces efforts de sélection et de tous ces efforts méthodologiques et donc on a un très grand espoir, d'avoir, là dans les toutes prochaines années, des variétés qui seront à la fois très bonnes sur, les Mmh. performances classiques, de productivité et en même temps qui auront des niveaux de résistance aux sclérotinia qui seront très, très largement améliorés. Parfait. Alors ensuite, j'ai encore une autre question. Alors, on a parlé d'incitation tout à l'heure. Est-ce que ces incitations sont efficaces? Est-ce qu'on a observé un moindre recours au PPP, notamment en cas de bioagression?
Bah, ça, c'est, l'avenir qui nous le dira, c'est encore un petit peu tôt parce que, vous voyez que le dispositif CEPP est quand même, extrêmement, récent, que sa mise en route est progressive, hein, Mmh. puisque pour l'instant, en fait, on a fait en gros qu'à peu près la moitié du chemin. Si, on regarde le nombre de CEPP enregistrés, par la DGAL, par rapport au nombre de CEPP attendus compte tenu des volumes de vente de produits phyto. Donc là, je pense que pour pleinement pouvoir répondre à cette question, il faut, attendre quelques années. Par contre, il y a un point où on est, très vigilant, c'est sur les potentiels effets d'aubaine. C'est-à-dire qu'il y ait une fiche action qui offre des possibilités d'acquisition, rapides, mais forcément pas forcément très efficaces par rapport à l'objectif qu'a l'outil de politique publique que constitue ces CEPP. Mmh. D'accord. Voilà et ça, c'est l'intérêt justement du côté itératif que je présentais tout à l'heure, qui est le fait que si on détecte ce type d'inconvénient, eh bien sûr, le système a la possibilité de le corriger en cours de route en modifiant un petit peu les certains aspects techniques. Parfait, merci Xavier. Et je crois que j'ai oublié, de poser une autre question. Est-ce que cette file est remise à jour chaque année? Suite à l'inscription de nouvelles C'est la variétés? la liste et les niveaux de CEPP sont remis à jour chaque année, oui. OK. Et avec normalement alors s'il y avait des très grosses erreurs, le ministère peut, publier un arrêté particulier. Mais en général, l'arrêté qui, refixe les niveaux de CEPP année par année, paraît en gros entre Noël et le jour de l'an. Cette O année, je crois que c'était le 28 décembre de mémoire. D'accord, parfait. Et encore une question, avec les variétés tolérantes ou résistantes aux sclérotinia, comment l'agriculteur pourra gérer son fongicide à la floraison? Où en sont les essais? Eh ben, c'est justement la grosse tâche que l'on a devant nous et Mmh. puisque le sujet du sclérotinia est quelque chose d'assez complexe, où il faut faire, attention et donc où actuellement il y a, et depuis pas mal d'années maintenant, Mmh. une série de travaux qui visent, à obtenir une méthode d'évaluation, des variétés, qui soit, suffisamment fiable pour recueillir l'assentiment, général, que ce protocole puisse être validé au niveau du CTPS et au niveau de la post-inscription et puisse donc, rentrer également en application, pour les CEPP. Le le gros souhait que nous avons, c'est bien d'avoir une cohérence entre le dispositif CEPP et les procédures officielles d'évaluation des Mmh. variétés. Et enfin, j'ai une toute dernière question. On parlait, des obligés tout à l'heure. Est-ce que les agriculteurs sont considérés comme des obligés? Alors non, les agriculteurs ne sont pas considérés comme des obligés, sauf pour un cas bien précis, c'est si ces agriculteurs achètent des produits phyto à l'étranger. D'accord. Aujourd'hui, avec, les achats possibles en ligne, ils peuvent Mmh. acheter éventuellement des produits phytosanitaires à l'étranger et à ce moment-là seulement, ils deviennent des obligés. D'accord, parfait. Parfait, merci. Merci beaucoup Xavier. Merci à tous. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous ai mis dans le fil de discussion, un lien, d'une actualité qu'on a faite sur notre site, te sur notre site internet Terrinovia, justement, sur la sortie de cette nouvelle fiche. Donc n'hésitez pas à le Oui et puis ouais, j'ai également un petit complément d'information, ouais. c'est vous dire que dans le prochain numéro de Perspectives agricoles, celui Mmh. qui sera daté, je crois, du mois de mars, vous allez retrouver en fait un Un petit dossier article résumé qui résume ce que je viens de vous dire, cet après-midi. dans le numéro de Perspectives agricoles de mars. Je Voilà. je le mets pour mémoire également. Ça, vous le retrouverez
Parfait. Écoutez, merci à tous. On espère que ce webinaire vous a intéressé. On vous donne rendez-vous donc jeudi 4 avril pour parler cette fois de biocontrôle. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le liker, à le partager sur nos réseaux et vous pouvez également le retrouver en replay. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup Xavier.